Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur D8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour poursuivre une lecture ensemble. En effet, nous avons commencé le roman Histoire naturelle de Jules Renard, un roman publié en 1896 par le fameux auteur de Poil de carotte. Je vais donc poursuivre cette lecture. Pour ceux qui nous retrouvent, il s'agit d'un roman qui décrit avec beaucoup d'humour et de fantaisie, la nature et notamment les animaux. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN tout au long de la soirée pour nous donner vos impressions et pourquoi pas nous proposer des idées de lecture. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Les pigeons. Qu'ils fassent sur la maison un bruit de tambour voilé, qu'ils sortent de l'ombre, culbutent, éclatent au soleil et entrent dans l'ombre, que leur col fugitif vive et meure comme l'opale au doigt, qu'ils s'endorment le soir dans la forêt, si pressés que la plus haute branche du chêne menace de rompre sous cette charge de fruits peints, que ces deux-là échangent des saluts frénétiques et brusquement l'un à l'autre se convulsent, que celui-ci revienne d'exil avec une lettre et vole comme la pensée de notre amie lointaine. Ah, un gage! Tous ces pigeons, qui d'abord amusent, finissent par ennuyer. Ils ne sauraient tenir en place et les voyages ne les forment point. Ils restent toute la vie un peu niais. Ils s'obstinent à croire qu'on fait les enfants par le bec. Et c'est insupportable à la longue, cette manie héréditaire d'avoir toujours dans la gorge quelque chose qui ne passe pas. Les deux pigeons. Viens mon gros, viens mon gros, viens mon gros. Je le fais bien, vous trouvez pas ? Hashtag pigeon sur Twitter ou Facebook. Faites un hashtag à chaque fois que je dis un animal. Hashtag chien, hashtag chat. Sympa, ça m'encourage. Et maintenant, nous passons au paon. Le paon. Il va sûrement se marier aujourd'hui. Ce devait être pour hier. En habit de gala, il était prêt. Il n'attendait que sa fiancée. Elle n'est pas venue. Elle ne peut tarder. Glorieux, il se promène avec une allure de prince indien et porte sur lui les riches présents d'usage. L'amour avive l'éclat de ses couleurs et son aigrette tremble comme une lyre. La fiancée n'arrive pas. Il monte au haut du toit et regarde du côté du soleil. Il jette son cri diabolique. « Léon, Léon !» C'est ainsi qu'il appelle sa fiancée. Il ne voit rien venir et personne ne répond. Les volailles habituées ne lèvent même point la tête. Elles sont lasses de l'admirer. Il redescend dans la cour, si sûr d'être beau qu'il est incapable de rancune. Son mariage sera pour demain. Et, ne sachant que faire du reste de la journée, il se dirige vers le perron. Il gravit les marches, comme des marches de temple, d'un pas officiel. Il relève sa robe à queue, toute lourde des yeux qui n'ont pu se détacher d'elle. Il répète encore une fois la cérémonie. Le cygne. Il glisse sur le bassin, comme un traîneau blanc de nuage en nuage, car il n'a faim que des nuages floconneux qu'on voit naître, bouger et se perdre dans l'eau. C'est l'un d'eux qu'il désire. Il le vise du bec et il plonge tout à coup son col vêtu de neige. Puis,
tel un bras de femme sort d'une manche, il retire. Il n'a rien. Il regarde, les nuages effarouchés ont disparu. Il ne reste qu'un instant désabusé, car les nuages tardent peu à revenir. Et là-bas, où meurent les ondulations de l'eau, en voici un qui se reforme. Doucement, sur son léger coussin de plumes, le cygne rame et s'approche. Il s'épuise à pêcher de vains reflets, et peut-être qu'il mourra, victime de cette illusion, avant d'attraper un seul morceau de nuage. Mais qu'est-ce que je dis? Chaque fois qu'il plonge, il fouille du bec la vase nourrissante et ramène un verre. Il engraisse comme une oie. Le chien. On ne peut mettre Pointu dehors, par ce temps, et l'aigre sifflet du vent sous la porte l'oblige même à quitter le paillasson. Il cherche mieux et glisse sa bonne tête entre nos sièges. Mais nous nous penchons, serrés, coude à coude, sur le feu, et je donne une claque à Pointu. Mon père le repousse du pied, maman lui dit des injures, ma sœur lui offre un verre vide. Pointu éternue et va voir à la cuisine si nous y sommes. Puis il revient, force notre cercle, au risque d'être étranglé par les genoux, et voilà dans un coin de la cheminée. Après avoir longtemps tourné sur place, il s'assied près du chenet et ne bouge plus. Il regarde ses maîtres d'un œil si doux qu'on le tolère. Seulement le chenet presque rouge et les cendres écartées lui brûlent le derrière. Il reste tout de même. On lui rouvre un passage. « Allons, file! Es-tu bête ?» Mais il s'obstine, à l'heure où les dents des chiens, perdus, crissent de froid. Pointu, au chaud, poils roussis, fesses cuites, se retient de hurler et rit jaune avec des larmes plein les yeux. Les chiens. Les deux chiens qui s'étaient pris là-bas, de l'autre côté du canal, et que nous ne pouvions ne pas voir, Gloriette et moi, de notre banc, nous donnaient le spectacle d'un grotesque et douloureux collage dont la rupture s'éternise, quand arriva près d'eux Coursol. Il ramenait ses moutons par le canal et portait sur l'épaule une bûche de bois qu'il avait ramassée en chemin pour se chauffer l'hiver. Dès qu'il s'aperçut que l'un des deux chiens était à lui, il le saisit par le collier et laissa d'abord tomber sa bûche, sans hâte, sur l'autre chien. Comme les deux bêtes ne se séparaient pas, Coursol, au milieu de ses moutons arrêtés, dut frapper plus fort. Le chien hurla sans pouvoir rompre. On entendit alors les coups de bûche résonner sur l'échine. « Pauvre bête !» dit Gloriette, pâle. « Voilà, dis-je, comme on les traite au pays. Et c'est étonnant que Coursol ne les jette pas au canal. L'eau agirait plus vite. »« Quelle brute !» dit Gloriette. « Mais non, c'est Coursol, un brave homme paisible. » Gloriette se retenait de crier. J'étais écœurée comme elle, mais j'avais l'habitude. « Ordonne-lui de cesser, » dit Gloriette. « Il est loin, il m'entendrait mal. Lève-toi, fais-lui des signes. » S'il me comprenait, il répondrait sans colère.
Est-ce qu'on peut laisser des chiens dans cet état ? Gloriette regardait, toute blanche, lèvres ouvertes, et Coursol tapait toujours sur le chien courbaturé. « Ça devient atroce. Veux-tu que je m'en aille ?» dit Gloriette, prise de pudeur. « Tu pourras mieux te révolter contre ce misérable. » J'allais répondre je ne sais quoi. Quelque chose de ce genre. Ce n'est pas sur notre commune. Lorsqu'un dernier coup de bûche, qui pouvait les assommer, désunit les deux bêtes. Coursol, ayant agi comme il devait, poussa ses moutons vers le village. Les chiens, libres, restèrent quelques instants l'un près de l'autre. Ils tournaient, penauds, sur eux-mêmes, encore liés par le souvenir. Dédéché est mort. C'était le petit griffon de mademoiselle et nous l'aimions tous. Il connaissait l'art de se peloter n'importe où et même sur la table. Il semblait dormir au creux d'un nid. Il avait compris que la caresse de sa langue nous devenait désagréable et il ne nous caressait plus qu'avec sa patte, sur la joue, finement. Il suffisait de se protéger l'œil. Il riait. On crut longtemps que c'était une façon d'éternuer, mais c'était bien un rire. Quoiqu'il n'eût pas de profond chagrin, il savait pleurer, c'est-à-dire grogner de la gorge, avec une goutte d'eau pure au coin des yeux. Il lui arrivait de se perdre et de revenir à la maison tout seul, si intelligemment, qu'à nos cris de joie nous tâchions d'ajouter quelques marques d'estime. Sans doute, il ne parlait pas, malgré nos efforts. En vain, mademoiselle lui disait « Si tu parlais donc un tout petit peu !» Il la regardait, frémissant, étonné comme elle. De la queue, il faisait bien des gestes, il ouvrait les mâchoires, mais sans aboyer. Il devinait que mademoiselle espérait mieux qu'un aboiement, et la parole était au cœur, près de monter à la langue et aux lèvres. Il aurait fini par la donner. Il n'avait pas encore l'âge. Un soir sans lune, à la campagne, comme Dédéché se cherchait des amis au bord de la route, un gros chien, qu'on ne reconnut pas, sûrement de braconnier, happa cette fragile boule de soie, la secoua, la serra, la rejeta et s'enfuit. Ah, si mademoiselle avait pu saisir ce chien féroce, le mordre à la gorge, le rouler et l'étouffer dans la poussière. Dédéché guérit de la blessure d'écrou, mais il lui resta au rein une douloureuse faiblesse. Il se mit à pisser partout. Dehors, il pissait comme une pompe, tant qu'il pouvait, joyeux de nous délivrer d'un souci, et à peine rentré, il ne se retenait déjà plus. Dès qu'on tournait le dos, il tournait le sien au pied d'un meuble, et mademoiselle jetait son cri d'alarme monotone « Une éponge! De l'eau! Du soufre !» On se mettait en colère, on grondait Dédéché d'une voix terrible, et on le battait avec des gestes violents qui ne le touchaient pas. Son regard fin nous répondait « Je sais bien, mais que faire ?» Il restait gentil et gracieux, mais parfois il se voûtait comme s'il avait sur l'échine les dents du chien de braconnier. Et puis son odeur finissait par inspirer des mots aux amis les moins spirituels. Le cœur même de mademoiselle allait durcir. Il fallut tuer Dédéché. C'est très simple. On fait une incision dans une bouchée de viande,
On y met 2 poudres, une de cyanure de potassium, l'autre d'acide tartrique. On recoue avec du fil très fin. On donne une première boulette inoffensive pour rire, puis la vraie. L'estomac digère et les 2 poudres, par réaction, forment de l'acide cyanhydrique ou prussique qui foudroie l'animal. Je ne veux plus me rappeler qui nous administra les boulettes. Des déchets à temps, couchés, bien sages, dans sa corbeille. Et nous aussi, nous attendons, nous écoutons de la pièce à côté, affalés sur des sièges, comme pris d'une immense fatigue. Un quart d'heure passe, une demi-heure. Quelqu'un dit doucement « Je vais voir ». Encore 5 minutes. Nos oreilles bourdonnent. Ne croirait-on pas qu'un chien hurle ? Qu'un chien hurle quelque part, au loin, le chien de braconnier ? Enfin, le plus courageux de nous disparaît et revient dire d'une voix qu'on ne lui connaissait pas. C'est fini. Mademoiselle laisse tomber sa tête sur le lit et sanglote. Elle cède aux sanglots, comme on a le fou rire quand on ne voulait que rire. Elle répète, la figure dans l'oreiller. « Non, non, je ne boirai pas mon chocolat ce matin. » À la maman qui lui parle de Marie, elle murmure qu'elle restera vieille fille. Les autres rattrapent à temps leurs larmes. Ils sentent qu'ils pleureraient tous et que chaque nouvelle source ferait jaillir une source voisine. Ils disent à mademoiselle « Tu es bête, ce n'est rien. » Pourquoi rien ? C'était de la vie ? Et nous ne pouvons pas savoir jusqu'où allait celle que nous venons de supprimer. Par pudeur, pour ne pas avouer que la mort d'un petit chien nous bouleverse, nous songeons aux êtres humains déjà perdus, à ceux qu'on pourrait perdre, à tout ce qui est mystérieux, incompréhensible, noir et glacé. Le coupable se dit « Je viens de commettre un assassinat par trahison ». Il se lève et ose regarder sa victime. Plus tard, nous saurons qu'il a baisé le petit crâne chaud et doux des déchets. Ouvre-t-il ses yeux ? Oui, mais des yeux vitreux qui ne voient plus. Il est mort sans souffrir ? Oh, j'en suis sûre. Sans se débattre ? Il a seulement allongé sa patte au bord de la corbeille, comme s'il nous tendait encore une petite main. Le chat. Miaou. Le mien ne mange pas les souris. Il n'aime pas ça. Il n'en attrape que pour jouer avec. Quand il a bien joué, il lui fait grâce de la vie, et il va rêver ailleurs, l'innocent, assis dans la bouche de sa queue, la tête bien fermée comme un poing. Mais à cause de ses griffes, la souris est morte. On lui dit « Prends les souris et laisse les oiseaux ». C'est bien subtil, et le chat le plus fin, quelquefois, se trompe. Voilà, c'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve tout de suite pour la suite d'Histoire naturelle de Jules Verne. Bon courage pour ceux qui travaillent et bonne nuit pour ceux qui se couchent. Bye bye.